Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci de m'avoir accordé cette interview. Vous êtes coordinatrice de la campagne Savoir pour faire, qui est portée depuis 2019 par le comité stratégique de la filière mode et luxe. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter la campagne Savoir pour faire ? Alors bonjour, je suis Agnès, donc je coordonne la campagne Savoir pour faire. Donc c'est une campagne qui a été lancée par le comité stratégique mode et luxe. Donc il faut savoir, pour déjà expliquer ce qu'est un comité de filière mode et luxe, c'est que dans toutes les industries portées par le ministère de l'Industrie, il y a des comités de filière. Donc vous avez le comité de filière de l'aéronautique, le comité de filière de la voiture, de l'automobile, de l'énergie. Et donc il y a ce comité de filière mode et luxe qui va prendre en charge toutes les problématiques de l'entièreté de la filière. On porte 10 filières, 10 secteurs, 10 branches, qui sont les branches de couture, de l'habillement, du textile, du cuir, tannerie, megisserie, de la chaussure, de la maroquinerie, des arts de la table, de la bijouterie, joaillerie, bijouterie de mode et enfin de l'horlogerie. Et donc, le comité stratégique porte les problématiques, qui peuvent être évidemment les problématiques de RSE, puisqu'on est dans ces sujets-là, mais aussi les problématiques de transmission des savoir-faire, pérennisation des métiers et recrutement au sein de la filière. Et donc, ces 10 filières, qui ont l'air un peu toutes différentes, se retrouvent en fait en commun sur l'ensemble des problématiques que porte le comité stratégique de filière mode et luxe. Très bien. Quelles actions sont mises en place pour découvrir ce secteur de la mode et du luxe ? Alors, il y a plusieurs actions. C'est fait par commission, en fait. C'est des commissions qui sont faites par des parties prenantes au sein du comité stratégique de filière. Donc, les parties prenantes sont en général les fédérations, les syndicats professionnels, les entreprises, les formations, tous les acteurs qui transitent autour de la mode et du luxe. Et donc, de cela, il y a une commission communication qui va travailler sur l'ensemble des problématiques de la formation et de tout ce qui en découle. Et donc, pour cette problématique-là, typiquement, le comité stratégique a créé une campagne qui s'appelle Savoir pour faire, donc avec ce mot, savoir pour faire, faire pour savoir, qui a été lancée en 2019. Et donc, c'est une campagne qui s'appuie sur un site internet, savoirpourfaire.fr, dans laquelle, en fait, on s'est dit comment font les gens, finalement, pour s'orienter dans nos métiers, les comprendre, trouver les formations et aussi les offres d'emploi qui sont liées à nos métiers techniques, mode et luxe. Parfait. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour toucher donc les jeunes et les familles en lien avec cette campagne ? Alors, du coup, on actionne une stratégie de communication, souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, cette stratégie, elle va aller chercher spécifiquement les cibles qu'on souhaite toucher. Donc, dans les cibles, il y a évidemment les jeunes, pour créer, susciter des vocations. Évidemment, on va partir sur des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Tous ces réseaux sociaux sur lesquels ils sont. Et on va leur parler un petit peu facilement, c'est-à-dire de manière audible et facilitatrice, avec des vocabulaires très facilitants pour la compréhension de nos savoir-faire et de nos métiers. Et puis après, évidemment, on est sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, où là, on va actionner évidemment des langages, somme toute, un peu différents. Sur LinkedIn, on va être plus professionnel. Sur Facebook, comme c'est tout le monde, on va être un petit peu plus débridé, voilà. On est vraiment sur tous les réseaux, donc ça c'est la première chose. Et puis on est aussi en contact avec l'ensemble des cibles, que ce soit des demandeurs d'emploi et des gens en reconversion, parce que ça aussi c'est une cible importante, ou que ce soit aussi les jeunes, où là on va aller sur des salons de l'étudiant, ou des salons spécifiques à nos métiers, ou faire des conférences au sein des lycées professionnels, au sein des portes ouvertes, etc., pour vraiment valoriser nos métiers. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'accompagner donc les jeunes dans la découverte concrète de ces métiers ? Oui, justement, le site internet savoirpourfaire.fr, il a été fait comme ça. On dit un petit peu, c'est le Parcoursup de la mode et du luxe, parce que dessus, vous allez retrouver des métiers génériques qui sont plus de 80 métiers génériques dans l'ensemble de notre filière. Mais pas que, vous allez retrouver une grosse cartographie
sur la France entière, avec tous les lycées et toutes les écoles qui vont vous apprendre ces métiers-là, ces métiers techniques. Et ensuite, on a créé un guide d'orientation pour expliquer quelles sont les filières, avoir aussi les métiers en tension. Donc, quand on dit les métiers en tension, c'est des métiers dans lesquels on va beaucoup recruter. Et donc, ça donne un peu un panorama de toute la filière avec des chiffres importants, hein, puisque la filière est la première filière exportatrice de France. On est avant l'aéronautique et avant l'automobile. Donc, c'est près de 160 milliards d'euros que rapporte la filière. Donc, c'est le premier vecteur d'exportation de la France. Donc, du coup, ça remet un petit peu aussi en balance le niveau de ce que peut apporter la filière mode et luxe en France. Et surtout, on est sur plusieurs métiers. On est sur des métiers techniques, donc semi-industrialisés, mais aussi des métiers rares, comme le métier de la broderie, tout ce qui va être la coutellerie, des métiers qui vont être dans le cristal et verre, des métiers qui vont être dans le cuir. Donc on est vraiment sur ces métiers qui sont extrêmement intéressants et aussi art. Et c'est pour ça qu'en fait le comité stratégique signe aussi un contrat de filière avec le ministère de la Culture, puisqu'on est aussi dans la culture de la France, puisqu'on a une transmission de savoir-faire. Très bien. Un bel éventail de métiers possibles. Est-ce qu'il y a des métiers justement qui sont méconnus ou en tension dans le secteur et qui mériteraient plus de visibilité ? Oui, il y en a beaucoup, hein. Dans chaque branche, il y a des métiers en ce qu'on appelle en tension. Évidemment, dans la branche couture ou habillement d'ailleurs, on va avoir le métier de mécanicienne en confection, ou plutôt le métier de ce qu'on appelle couturière haute fabrication, puisqu'il faut savoir qu'en Made in France, on est vraiment dans la haute fabrication. C'est pas les images qu'on peut avoir des pays étrangers où il y a des grands entreprises d'usines. Là, on est vraiment dans des ateliers avec un travail de main extrêmement raffiné. Il y a aussi le métier de modéliste qui est important, le métier de prototypiste, ça dans toutes les filières. Les modélistes prototypistes, on en a besoin puisque c'est elles qui vont mettre en 3D ce que pense le styliste et comment il voit la collection. Il y a les métiers aussi d'horloger, en SAV surtout, en réparation, puisqu'on est quand même dans des métiers de durabilité. L'horlogerie est un métier de durabilité, une filière de durabilité. On va réparer sa montre. On va aussi réparer son sac dans la maroquinerie. Là, dans la maroquinerie, il y a beaucoup de manque de piqueurs, de selliers, de coupeurs aussi. Le métier de coupeur est très peu connu, mais on en a essentiellement besoin, puisque avant de monter un vêtement ou de monter un sac ou monter une chaussure, on a besoin de couper la matière. Et puis après, on a des métiers de refondeur de peau, des métiers d'ordonnancement. Enfin, il y a beaucoup de métiers qui sont en tension. La plupart de tous, puisqu'on a en fait quand même une pyramide des âges qui est assez haute et qu'il va falloir en fait remplacer tous ces gens qui vont bientôt partir en retraite ou qui sont en cours de départ. Et donc c'est ça la transmission et on va dire aussi l'urgence de notre campagne Savoir pour faire, c'est pouvoir aussi remplacer ces gens-là dans l'ensemble de tous ces métiers et de toute cette filière assez extraordinaire. Quels sont les impacts sur les métiers justement ? Est-ce que vous voyez par exemple l'émergence de nouveaux besoins en compétences ? Bien sûr, oui, il y a des nouveaux métiers, comme vous le dites si bien, il y a des nouveaux métiers qui arrivent avec la transition écologique. Évidemment, il va falloir que chaque société montre un petit peu patte blanche sur leur audit extra-comptable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Et donc, on a besoin aujourd'hui de nouveaux métiers qui sont responsables RSE, pour la plupart du temps, qui vont calculer l'impact de l'entreprise, son impact dans sa production. Et donc ça, c'est vraiment des nouveaux métiers. Et d'ailleurs, il y a énormément de recrutement sur ces sujets-là. Bien sûr, le digital rentre aussi dans le corps de nos métiers. On va avoir un travail en fait beaucoup plus accentué au moment de l'étude. Dans les bureaux d'études, par exemple, il y a beaucoup de digital qui accompagne l'étude des prototypistes ou des modélistes. Donc bien sûr, le digital, c'est une innovation. Donc en fait, on est vraiment entre tradition et innovation. On va utiliser l'innovation, mais le geste, on va dire, du travail de montage va être aidé évidemment par des machines, mais ça reste quand même traditionnel. C'est pour ça que c'est vraiment des métiers ambivalents, finalement, puisqu'on va s'aider de digital, d'innovation, de technologie, mais en même temps, ça reste quand même des métiers de main. Quand on brode à la main en Lunéville, il n'y a que la main qui va avoir cette action. Donc, c'est un mixte vraiment des deux sur cette partie digitale et innovation. Mais c'est aussi un enjeu, bien sûr, puisque les jeunes ont envie aussi de ce côté aussi un peu digital. Mais en même temps, il y a une sensibilité à la tradition française de montage et de fabrication qui est très ancrée aussi dans nos ateliers.
Quels sont les parcours possibles pour accéder à ces métiers, justement? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par des formations qui sont longues ou est-ce qu'il existe des voies qui sont plus courtes? Bah justement, non, non, on dit c'est ouvert à tous parce que finalement, à partir du moment où on a envie, on a cette sensibilité de main, on peut faire un parcours à n'importe quel moment de sa vie et même à 55 ans. On a des personnes qui se sont reconverties à 55 ans parce qu'elles avaient laissé cette idée dans leur tête et que par des parcours de parents ou des volontés de parents, elles n'ont jamais passé le cap. Et puis après, voilà, la vie fait que elles s'engouffrent et elles ou ils d'ailleurs. Il n'y a pas que des femmes, bien sûr, dans nos métiers, il n'y a pas que des femmes, j'insiste aussi. Et on peut aussi tout à fait, dans n'importe quel parcours, ça peut être un parcours très court avec un CAP en 1 an, dans des formations spécifiques très très cadencées. Ça peut être quand on sort de 3e, on rentre en bac pro ou en bac technologique. Ça peut être en reconversion dans des formations avec les Greta, CDMA, qui sont là aussi pour aider les personnes adultes à intégrer une formation et en même temps pouvoir travailler, on va dire, dans une économie pour pouvoir en vivre. Donc il y a vraiment beaucoup de parcours et ça peut être des formations courtes, mais après la formation, elle va se faire en atelier. Parce qu'après, il y a minimum 2 à 3 ans pour être bon mécanicien, par exemple modèle, ou bon prototypiste, ou bon piqueur, ou bon horloger. Tout ça, après, c'est sur le tard. Et donc, les entreprises aussi ont pris de l'avance parce qu'au sein des entreprises, elles font aussi des formations de leurs propres alternants afin de les garder aussi en interne. Et donc, il y a tout un écosystème qui s'est créé où les entreprises, maintenant, font des demandes de Calliope. Et donc, les gens peuvent aussi apprendre au sein des entreprises dans un cycle de formation. D'accord. Quels sont les défis majeurs pour attirer et former justement la jeune génération au métier du savoir-faire français? Alors, c'est déjà, je pense, les sensibiliser. Alors, ils sont déjà sensibles à la passion du métier, de plus en plus. Et juste après le Covid, je crois que ça nous a vraiment aidé à relativiser et à dire qu'il y a de vrais métiers de passion, qui ne sont pas forcément des métiers d'enrichissement, mais qui sont des métiers qui sont plus proches, on va dire, de l'humain. On est des métiers humains, dans les métiers mode et luxe. Il y a des machines qui vont nous aider, mais c'est 75% de gens, d'humains. Parce que les mains ne sont pas robotisées. On a 10 doigts de la main qui ne sont pas robotisés. Donc à partir de là, on est obligé d'intégrer des gens et de plus en plus de gens. Et les jeunes, le défi, c'est surtout finalement de s'adapter à eux. C'est-à-dire que c'est une génération qui a besoin de ne pas rester sur un poste donné. Ils ont besoin de voir beaucoup de choses. Et les entreprises, justement, par ce prisme, réfléchissent déjà et ont déjà pris des dispositions pour qu'une personne fasse plusieurs opérations, qu'elle ait la responsabilité, qu'elle ne soit pas cantonnée à qu'une opération, ce qui peut être rébarbatif pour certains et surtout pour les jeunes qui ont besoin justement et qui ont multiples idées. Et donc, il y a cette ouverture-là qui était peut-être un peu moins prégnant avant dans les ateliers est aujourd'hui très, très mise en avant. Et donc, les jeunes qui rentrent dans nos entreprises et dans les ateliers font comme ça. Et on essaie en tout cas de les sensibiliser à plusieurs typologies de métiers afin qu'ils aient un panel et qu'ils puissent, après 2-3 ans, aller dans une autre structure. Parce que là, pour le coup, ce qui est sûr, c'est que un jeune bien formé, il peut faire toute une carrière dans une entreprise, une autre entreprise, etc. C'est-à-dire que vraiment, c'est un boulevard pour lui après une formation ou après une première expérience dans une entreprise. Vraiment, il peut faire du zapping, on va dire, d'entreprise. Et c'est surtout ça pour eux. L'enjeu pour nous aussi, c'est qu'on sait que c'est une génération qui bouge. Et donc, c'est à nous aussi de bouger, de ne pas rester dans la tradition par rapport à ça. Très bien. On en parlait en amont. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux parents qui ont un enfant qui serait intéressé par ce secteur et qui hésite sur à la fois le parcours scolaire, mais à la fois l'avenir professionnel? Alors pour l'avenir professionnel, il n'y a pas de doute, puisque de toute façon, quand bien même il y a des contextes économiques un peu plus oscillants d'une année à l'autre, on a besoin de faire rentrer des jeunes, puisqu'on a une pyramide des âges qui est haute. Donc la formation, pour nous, c'est une stratégie. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dans notre communication, on parle toujours de formation. Il ne faut pas avoir peur, parce que les parcours, en fait, finalement, au bout, il y aura toujours du recrutement. En tout cas, il y a du recrutement aujourd'hui. On parle près de 15 à 20 000 emplois par an dans l'ensemble de la filière, ce qui est énorme en fait. Alors, moins énorme que le bâtiment peut-être, ou que d'autres métiers de la restauration ou l'hôtellerie.
Mais c'est énorme au vu de la filière en elle-même. Et donc, il n'y a pas de sujet sur arriver à trouver un travail au bout, que ce soit dans les grandes maisons, dans les entreprises. Donc, il faut laisser l'enfant, si vraiment c'est sa passion, et si dès le départ, en 3e ou même en 4e, il a un écho de ses métiers, il faut le laisser passer un CAP, il faut le laisser passer un bac pro, parce que c'est pas le diminuer, mais au contraire, c'est le mettre déjà sur le parcours du métier qu'il choisira après. Et donc, pour nos métiers, c'est des métiers de main, c'est des métiers technologiques et techniques. Donc, il faut appréhender cette voie et le laisser y aller le plus tôt possible pour nous. Moi, c'est ce que je dirais aux parents, n'ayez pas peur, vraiment, laissez-le aller dans ces métiers le plus tôt possible, parce que plus tôt il y est, plus tôt il fera sa formation, plus tôt il pourra intégrer une entreprise et plus tôt il aura un parcours d'expérience qu'il pourra après valoriser. Super. Comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Savoir pour faire et y participer ? Alors, sur les réseaux sociaux, on peut s'abonner sur savoirpourfaire.fr. Justement, sur nos réseaux, on donne beaucoup d'informations, mais aussi génériques sur les expositions qui existent. Parce qu'il y a beaucoup d'événements sur lesquels on est. Donc, on essaie de vous ancrer un petit peu dans la filière. On essaie d'ancrer les gens dans notre filière et dans l'actualité de notre filière. Et puis, on a créé aussi une médiathèque très sympathique avec des mots, des choses comme ça, des témoignages, des rencontres aussi avec des acteurs qui font que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur le site internet, puisqu'il y a aussi des offres d'emploi d'alternance. Il y a tout ce qu'il vous faut pour comprendre nos métiers. Mais sinon, c'est les réseaux sociaux de manière générique. Vous pouvez nous retrouver après sur des salons sur lesquels on sera. Et puis bientôt, on va avoir un joli salon en partenariat avec le comité Colbert. Et on y sera évidemment pour susciter toujours les vocations. Savoir pour faire, c'est ça. C'est susciter les vocations, quel que soit le parcours scolaire, quelle que soit la provenance. Et on est très inclusif dans la mode. Donc voilà, ça fait partie de notre ADN, l'inclusivité. Et donc vraiment ne jamais hésiter, quel que soit son milieu et d'où on vient finalement. Parfait, un très beau message. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé aborder et qu'on n'a pas abordé ? Non, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter via mail si vous avez besoin. On est vraiment là, réactifs, puisque derrière Savoir pour faire, c'est les entreprises de la mode et du luxe. Ce n'est pas qu'un acteur de comité de filière, mais vraiment derrière les entreprises, les écoles. Et voilà, on œuvre pour permettre à une personne qui souhaite venir dans nos métiers d'y aller. En tout cas, moi, mon message, c'est venez vraiment, comme on dit, venez. Très beau message. Merci beaucoup. De rien. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.